L'Iran est une puissance d'abord nationaliste, qui s'intéresse à ses propres frontières, à son territoire national. Mais c'est aussi un pays puissant, important, et qui donc a toujours eu dans l'histoire une influence régionale et culturelle. On parlait persan dans tout le Moyen-Orient, tout l'Empire ottoman. Avec le pétrole aussi, il a eu une importance internationale, exportant le pétrole vers la Britannique à une époque. Et donc, aujourd'hui que l'Iran est un pays émergent, on voit ce pays qui cherche à effectivement avoir une influence non plus uniquement avec les pays européens, États-Unis ou Chine ou autres, mais aussi une influence régionale. Et pour cela, l'Iran chiite, qui est minoritaire dans le Moyen-Orient, a très peu de moyens d'action. C'est pour cela qu'il a pris l'opposition à Israël, notamment, pour essayer de créer une popularité dans le monde musulman. Et ça marche comme ça peut marcher, c'est-à-dire de façon marginale. Et il n'est donc, comme moyen, il ne peut pas s'appuyer sur l'ensemble de la population musulmane, et s'appuie donc sur les minorités chiites, que ce soit au sud Liban, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit à Bahreïn, que ce soit en Arabie Saoudite. Chaque fois qu'il y a une minorité quelque part, l'Iran prend cette minorité pour s'exprimer et pour exprimer ses idées que l'on approuve ou n'approuve pas, c'est autre chose. Donc cette volonté iranienne n'est pas tellement une volonté d'hégémonie, de contrôle. Ils savent très bien qu'ils ne pourront pas contrôler le Moyen-Orient et sont très minoritaires face à l'importance numérique du sunnisme, mais c'est leur façon un peu de mettre un caillou dans la chaussure des voisins. Donc ce n'est pas une volonté d'hégémonie qu'ils n'auront pas, mais une volonté de pouvoir être des acteurs reconnus dans la région. Et pour ça, le chiisme est important. Mais plus que le chiisme, c'est aussi des minorités en général. Dès qu'il y a une minorité ethnique, religieuse, les chrétiens, les persanophones, les turcophones en milieu arabe, l'Iran soutient ces minorités pour essayer d'exercer son influence. C'est le grand conflit qu'il y a en Iran. L'Iran est le pays qui a la population la plus scolarisée du Moyen-Orient. Elle produit plus d'ingénieurs que la France. Il y a une nouvelle génération de gens qui ont grandi après la révolution islamique, qui ont 30-40 ans. Leurs parents ont fait la révolution, ils ont fait la guerre Irak-Iran. Ils sont donc imprégnés, leurs parents, dans cette idéologie de la révolution islamique. Leurs enfants qui ont 30-40 ans aujourd'hui sont dans une autre perspective. Ils ont passé des diplômes et ils regardent le monde aujourd'hui en disant « nous sommes marginalisés, nous sommes en marge du monde, nous voulons participer au XXIe siècle ». Donc une volonté, non pas d'abandonner leur idée nationaliste, leur identité religieuse, mais ils veulent participer au monde actuel. Et donc ces gens-là sont en conflit politique avec le gouvernement iranien actuel, qui lui garde toujours le chiisme, l'islam comme étant un facteur très important de la vie politique intérieure ou internationale. Et donc c'est un débat politique important, il n'y a pas de réponse, mais le conflit est évident. Le conflit entre l'Iran et les États-Unis est un conflit presque psychologique. Aux États-Unis, devant la Maison-Blanche, il y a un grand monument aux morts du Vietnam. Et on sait célébrer les morts. Une armée sait célébrer et honorer ses morts. Il n'y a pas de monument pour une humiliation. Or, les Américains ont été humiliés. La plus grande puissance du monde a été humiliée par la prise en otage de leurs diplomates pendant 444 jours en 1980-1981. Et donc, c'est un conflit qui touche tous les États-Unis, pas simplement les républicains ou les démocrates. L'ensemble de la classe politique et populaire américaine est humilié par cela. Et côté iranien, même chose. Il y a le souvenir du coup d'État de 1953 contre Mossadegh et l'influence impérialiste des États-Unis contre le Shah, à l'époque du Shah. Donc, rien n'a été fait, mais il y a une admiration réciproque. Je veux dire par là que tout le monde sait aux États-Unis que l'Iran est un pays incontournable, qu'il faudra faire avec l'Iran pour stabiliser la région. Et en Iran, forcément, le fait de ne pas pouvoir aller aux États-Unis, être bloqué, rend les États-Unis encore plus désirables, en quelque sorte. Qui peut arrêter cela? Je n'en sais rien, mais c'est le cœur du sujet. Le président Obama avait trouvé la solution, en trouvant un accord politique sur le nucléaire. Ce n'est pas tellement le nucléaire qui était la question. Les Iraniens savaient très bien que la bombe atomique leur coûterait trop cher, donc ils étaient prêts à la brader, en quelque sorte, contre une ouverture économique. Et le choix avait été fait par Obama de dire il y a en Iran une bourgeoisie moyenne, une classe moyenne nouvelle, de gens bien formés, donnons-leur les moyens de s'exprimer, d'être dans le XXIe siècle totalement, du point de vue scientifique et économique, et ainsi la partie économique moderne de l'Iran sera capable de dominer la partie islamique ou révolutionnaire ou nationaliste. Et c'est donc une transition qui était possible, c'est le pari d'Obama.
qui se retire en même temps du Moyen-Orient, disant « je n'ai pas le moyen d'imposer par la force, et ce n'est pas possible en même temps, ma volonté à l'Iran. Par contre, si j'ouvre les frontières, la nouvelle société iranienne sera la première à devenir amie des États-Unis, tout en gardant son identité nationale. » Cet accord, malheureusement, cette politique a été abandonnée par le Congrès américain, il faut bien dire, dans son ensemble, et le président Trump qui a fini par préférer la solution du containment, de contrôler l'Iran, de le contenir, d'empêcher qu'il explose. Mais peut-on empêcher une société moderne de 80 millions d'habitants de vouloir émerger? C'est là qu'il y a peut-être une erreur stratégique fondamentale pour les États-Unis.